Voici, en 1h30 environ, de larges extraits de La cousine bête, roman d'Honoré de Balzac, publié en 1846. Découpage réalisé et enregistré par Jean-Paul Lexis en janvier 2016. Vers le milieu du mois de juillet de l'année 1838, un gros homme de taille moyenne, en uniforme de capitaine de la garde nationale, respirait un contentement de lui-même qui faisait resplendir son teint rougeaud et sa figure passablement joufflue. À cette auréole, que la richesse acquise dans le commerce met au front des boutiquiers retirés, on devinait l'un des élus de Paris, au moins ancien adjoint de son arrondissement. Aussi, croyez que le ruban de la Légion d'honneur ne manquait pas sur sa poitrine, crânement bombé à la prussienne. Il s'agit de M. Crevel, ancien parfumeur, dont la fille Célestine a épousé Victorin, fils aîné du baron Hulot, chez qui il se rend. M. le baron Hulot d'Ervy, commissaire ordonnateur sous la République, ancien intendant général d'armée, était, en 1838, directeur d'une des plus importantes administrations du ministère de la Guerre, conseiller d'État, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc. Ce baron Hulot s'était nommé lui-même d'Ervy, lieu de sa naissance, pour se distinguer de son frère, le célèbre général Hulot, colonel des grenadiers de la garde impériale, que l'empereur avait créé comte de Pforzheim après la campagne de 1809. Après avoir sonné, le capitaine bourgeois fit de grands efforts pour remettre en place son habit qui s'était autant retroussé par derrière que par devant, poussé par l'action d'un ventre piriforme. Admis aussitôt qu'un domestique en livrée l'eut aperçu, cet homme important et imposant suivit le domestique qui dit en ouvrant la porte du salon « Monsieur Crevel !» En entendant ce nom, admirablement approprié à la tournure de celui qui le portait, une grande femme blonde, très bien conservée, parut avoir reçu comme une commotion électrique et se leva. « Hortense, mon ange, va dans le jardin avec ta cousine bête, dit-elle vivement à sa fille, qui brodait à quelques pas d'elle. Après avoir gracieusement salué le capitaine, mademoiselle Hortense Hulot sortit par une porte-fenêtre, en emmenant avec elle une vieille fille sèche qui paraissait plus âgée que la baronne, quoiqu'elle eût 5 ans de moins. « Il s'agit de ton mariage, dit la cousine bête, à l'oreille de sa petite cousine Hortense, sans paraître offensée de la façon dont la baronne s'y prenait pour les renvoyer en la comptant pour presque rien. « Me voici, madame, à vos ordres, dit le capitaine de la milice bourgeoise, en saluant de nouveau la baronne Hulot. Et il jeta sur madame Hulot un regard comme Tartuffe en jette à Elmire quand un acteur de province croit nécessaire de marquer les intentions de ce rôle à Poitiers ou à Coutances. Après s'être jetée sur un petit canapé, la baronne, indiquant à Crevel un fauteuil, lui fit signe de s'asseoir. Crevel rappelle à la baronne l'amour qu'il éprouve pour elle, mais elle en vient à son sujet. « Notre fils a épousé votre fille. Et si c'était à refaire, dit Crevel, ce mariage ne se ferait pas, répondit vivement la baronne, je m'en doute. Néanmoins, vous n'avez pas à vous plaindre. Mon fils est non seulement un des premiers avocats de Paris, mais encore, le voici député depuis 1 an, et son début à la Chambre est assez éclatant pour faire supposer qu'avant peu de temps, il sera ministre. Et si mon fils devient ministre, s'il vous fait nommer officier de la Légion d'honneur et conseiller de préfecture à Paris, pour un ancien parfumeur, vous n'aurez pas à vous plaindre. Monsieur, vous voyez en ce moment même, au ministère du Commerce, monsieur Popinot, un ancien droguiste de la rue de Lombard. Vous ne savez pas comment s'est conclu ce mariage, s'écria Crevel. Ah, maudite vite garçon, sans mes déportements, ma Célestine serait aujourd'hui la vicomtesse Popinot. Mais, encore une fois, ne récriminons pas sur des faits accomplis, reprit énergiquement la baronne. Parlons du sujet de plainte que me donne votre étrange conduite. Ma fille Hortense a pu se marier. Le mariage dépendait entièrement de vous. Et vous, monsieur, vous avez fait manquer ce mariage. Madame, répondit l'ancien parfumeur, j'ai agi en honnête homme. On est venu me demander si les 200 000 francs de dot attribués à mademoiselle Hortense seraient payés. J'ai répondu textuellement ceci. Je ne le garantirai pas. Mon gendre, à qui la famille Hulot a constitué cette somme en dot, avait des dettes. Et je crois que, si M. Hulot d'Ervy mourait demain, sa veuve serait sans pain.
Voilà, belle dame. Auriez-vous tenu ce langage, monsieur demanda madame Hulot en regardant fixement Crevel, si, pour vous, j'eusse manqué à mes devoirs. Je n'aurais pas eu le droit de le dire, chère Adeline, s'écria-ce singulièrement, en coupant la parole à la baronne, car vous trouveriez la dot dans mon portefeuille. Et, j'en ai la preuve à la parole, le gros Crevel mit un genou en terre et baisa la main de madame Hulot, en la voyant plonger par ses paroles dans une muette horreur qu'il prit pour de l'hésitation. Achetez le bonheur de ma fille au prix de... Oh, levez-vous, monsieur, ou je sonne. L'ancien parfumeur se releva très difficilement. Cette circonstance le rendit furieux. Conserver, dit-il avec une fureur bien jouée, conserver sa foi à un liberte, à un mari, monsieur, qui en est digne, reprit madame Hulot, en interrompant Crevel pour ne pas lui laisser prononcer un mot qu'elle ne voulait pas entendre. Tenez, madame, vous m'avez écrit de venir. Vous voulez savoir les raisons de ma conduite. Vous me poussez à bout, avec vos airs d'impératrice, avec votre dédain et votre mépris. Ne dirait-on pas que je suis un nègre? Je vous le répète, croyez-moi, j'ai le droit de vous faire la cour, car... Mais non, je vous aime assez pour me taire. Parlez, monsieur. J'ai dans quelques jours 48 ans. Je ne suis pas sottement prude. Je puis tout écouter. Ah, si vous aimez encore Hulot, vous allez souffrir. Voulez-vous que je me taise? Parlez, monsieur, car il s'agit, selon vous, de justifier à mes yeux les étranges déclarations que vous m'avez faites et votre persistance à tourmenter une femme de mon âge qui voudrait marier sa fille et puis mourir en paix. Savez-vous, madame, comment le sieur Hulot et moi nous le sommes connus? Chez nos maîtresses, madame. Oh, monsieur, chez nos maîtresses, madame, répéta Crevel, d'un ton mélodramatique et en rompant sa position pour faire un geste de la main droite. Eh bien après, monsieur, dit tranquillement la baronne, au grand ébahissement de Crevel. Les séducteurs à petits motifs ne comprennent jamais les grandes âmes. Crevel explique alors que le mariage de sa fille et du fils Hulot a été conclu au cours de soirées chez leur maîtresse, des actrices. Mais depuis, le baron Hulot a, entre guillemets, soufflé à Crevel sa maîtresse, Josepha, et Crevel a décidé de se venger en prenant sa femme au baron. Il lui dit à la baronne: vous serez à moi. Et comment? Je ne sais pas, mais ce sera. La baronne, elle, se désespère de ne pouvoir marier sa fille, faute de dot. Oh, marier ma fille et mourir, dit la malheureuse, qui perdit la tête. Eh bien, en voici le moyen, reprit Crevel. Madame Hulot regarda Crevel avec un air d'espérance, qui changea si rapidement sa physionomie que ce seul mouvement aurait dû attendrir Crevel et lui faire abandonner son projet ridicule. Vous serez belle encore 10 ans, reprit Crevel en position. Ayez des bontés pour moi, et mademoiselle Hortense est mariée. Hulot m'a donné le droit, comme je vous disais, de poser le marché tout crûment, et il ne se fâchera pas. Depuis 3 ans, j'ai fait valoir mes capitaux, car mes fraudaines ont été restreintes. J'ai 300 000 francs de gain en dehors de ma fortune. Ils sont à vous. Sortez, monsieur, dit madame Hulot. Sortez, et ne reparaissez jamais devant moi. Sans cette nécessité qui poignait mon cœur de mère, vous ne m'auriez jamais reparlé. Vous ne seriez plus rentré chez moi. 32 ans d'honneur, de loyauté de femme ne périront pas sous les coups de M. Crevel. M. Hulot, après 20 ans de constance, a pu se lasser de sa femme. Cela ne regarde que moi. Et vous voyez, monsieur, qu'il a mis bien du mystère à ses infidélités, car j'ignorais qu'il vous eût succédé dans le cœur de mademoiselle Josepha. Oh, s'écria Crevel, à prix d'or, madame. Cette fauvette lui coûte plus de 100 000 francs depuis 2 ans. Ah, vous n'êtes pas au bout. Trêve à tout ceci, monsieur Crevel. Je ne renoncerai pas pour vous au bonheur qu'une mère éprouve à pouvoir embrasser ses enfants sans se sentir un remords au cœur, à se voir respecté, aimé par sa famille, et je rendrai mon âme à Dieu sans souillure. Amen, dit Crevel, avec cette amertume diabolique qui se répand sur la figure des gens à prétention quand ils ont échoué de nouveau dans de pareilles entreprises. J'ai tenté de vous éclairer. Je voulais vous sauver, vous et votre fille. Eh bien, vous épellerez la parabole moderne du père prodigue, depuis la première jusqu'à la dernière lettre. Vos larmes et votre fierté me touchent, car voir pleurer une femme qu'on aime, c'est affreux. Levez-vous donc, monsieur. Tout est fini entre nous. Vous me faites horreur. Madame Hulot regarda Crevel
avait l'expression délirante qui le toucha. Mais il refoula la pitié dans son cœur à cause de ce mot. Vous me faites horreur. La vertu est toujours un peu trop tout d'une pièce. Elle ignore les nuances et les tempéraments, à l'aide desquels on louvoie dans une fausse position. On ne marie pas aujourd'hui sans dot une fille aussi belle que l'est mademoiselle Hortense, reprit Crevel, en reprenant son air pincé. Votre fille est une de ces beautés effrayantes pour les maris. C'est comme un cheval de luxe qui exige trop de soins coûteux pour avoir beaucoup d'acquéreurs. Si je n'avais pas ma Célestine et les 2 petits-enfants, j'épouserais Hortense. Madame Hulot leva la tête et regarda l'ancien parfumeur avec anxiété. Cherchez un homme d'énergie qui devienne amoureux de votre fille, et il l'épousera sans regarder au présent. Vous m'avouerez que pour un ennemi, je ne manque pas de générosité, car ce conseil est contre moi. Ah, monsieur Crevel, si vous vouliez être mon ami, quittez vos idées ridicules. Ridicules? Madame, ne vous démolissez pas ainsi, regardez-vous. Je vous aime, et vous viendrez à moi. Je veux dire un jour à Hulot, tu m'as pris Josépha, j'ai ta femme. C'est la vieille loi du talion, et je poursuivrai l'accomplissement de mon projet, à moins que vous ne deveniez excessivement laide. En voyant votre fille, poussée par ses 20 ans, capable de vous déshonorer, vous vous direz, il vaut mieux que ce soit moi qui me déshonore. Et si M. Crevel veut me garder le secret, je vais gagner la dot de ma fille, 200 000 francs, pour 10 ans d'attachement à cet ancien marchand de gants, le père Crevel. Il reste à Hortense un oncle. Qui? Le père Fischer. Il arrange ses affaires, et par la faute du baron encore, dont le râteau passe sur toutes les caisses qui sont à sa portée. Le comte Hulot. Oh, votre mari, madame, a déjà fricassé les économies du vieux lieutenant général. Il en a meublé la maison de sa cantatrice. Voyons, me laisserez-vous partir sans espérance? Adieu, monsieur. On guérit facilement d'une passion pour une femme de mon âge, et vous prendrez des idées chrétiennes. Dieu protège les malheureux. En ce moment, la baronne avait été conduit, l'ancien parfumeur, jusqu'à la porte. Pour un libertin, ajouta-t-il, en faisant une moue d'homme vertueux et millionnaire. Si vous aviez raison, monsieur, Constance aurait alors quelque mérite. Voilà tout. Depuis les premiers jours de son mariage, jusqu'en ce moment, la baronne avait aimé son mari, comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour maternel, d'un amour lâche. Si elle ignorait les détails que Crevel venait de lui donner, elle savait cependant fort bien que depuis 20 ans, le baron lui faisait des infidélités. Mais elle s'était mis sur les yeux un voile de plomb. Elle avait pleuré silencieusement, et jamais une parole de reproche ne lui était échappée. En retour de cette angélique douceur, elle avait obtenu la vénération de son mari, et comme un culte divin autour d'elle. L'affection qu'une femme porte à son mari, le respect dont elle l'entoure, sont contagieux dans la famille. Hortense croyait son père un modèle accompli d'amour conjugal. Quant à Hulot, fils, élevé dans l'admiration du baron, en qui chacun voyait un des géants qui secondèrent Napoléon, il savait devoir sa position au nom, à la place et à la considération paternelle. D'ailleurs, les impressions de l'enfance exercent une longue influence, et il craignait encore son père. Aussi eût-il soupçonné les irrégularités révélées par Crevel, déjà trop respectueux pour s'en plaindre, il les aurait excusées, pour des raisons tirées de la manière de voir des hommes à ce sujet. Maintenant, il est nécessaire d'expliquer le dévouement extraordinaire de cette belle et noble femme, et voici l'histoire de sa vie en peu de mots. Dans un village, situé sur les extrêmes frontières de la Lorraine au pied des Vosges, 3 frères, du nom de Fischer, simples laboureurs, partirent, par suite des réquisitions républicaines, à l'armée dite du Rhin. En 1799, le second des frères, André, veuf et père de madame Hulot, laissa sa fille aux soins de son frère aîné, Pierre Fischer. Par un hasard assez naturel, Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la famille Fischer. Le père d'Adeline et son jeune frère étaient alors soumissionnaires des fourrages en Alsace. Adeline, alors âgée de 16 ans, pouvait être comparée à la fameuse Madame du Barry, comme elle, fille de la Lorraine. C'était une de ces beautés complètes, foudroyantes, que la nature fabrique avec un soin particulier,
elle leur dispense ses plus précieux dons, la distinction, la noblesse, la grâce, la finesse, l'élégance, une chair à part, un teint broyé dans cet atelier inconnu, où travaille le hasard. Aussi, la voyant, l'ordinateur fit-il de mademoiselle Adeline Fischer sa femme dans le temps légal, au grand étonnement des Fischer, tous nourris dans l'admiration de leur supérieur. Ce mariage fut pour la jeune paysanne comme une assomption. La belle Adeline passa sans transition des bouts de son village dans le paradis de la cour impériale. En effet, dans ce temps-là, l'ordonnateur, l'un des travailleurs les plus probes, les plus actifs de son corps, fut nommé baron, appelé près de l'empereur et attaché à la garde impériale. Cette belle villageoise eut le courage de faire son éducation par amour pour son mari, de qui elle fut exactement folle. L'ordinateur en chef était d'ailleurs, un homme, une réplique d'Adeline en femme. Il appartenait au corps d'élite des beaux hommes. Grand, bien fait, blond, l'œil bleu, et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance irrésistible, la taille élégante. Homme à conquête, et imbu des idées du directoire en fête de femme, sa carrière galante fut alors interrompue pendant assez longtemps par son attachement conjugal. Pour Adeline, le baron fut donc dès l'origine une espèce de dieu qui ne pouvait faillir. Elle lui devait tout, la fortune, elle eut voiture, hôtel et tout le luxe du temps. Le bonheur, elle était aimée publiquement. Un titre, elle était baronne. La célébrité, on l'appela la belle Madame Hulot, à Paris. Enfin, elle eut l'honneur de refuser les hommages de l'empereur qui lui fut présent d'une rivière de diamants et qui la distingua toujours, car il demandait de temps en temps « Et la belle Madame Hulot, est-elle toujours sage ?» Un homme capable de se venger de celui qui aurait triomphé là où il avait échoué. Il n'a donc pas besoin de beaucoup d'intelligence pour reconnaître dans une âme simple, naïve et belle, les motifs de fanatisme que Madame Hulot mêlait à son amour. Après s'être bien dit que son mari ne saurait jamais avoir des torts envers elle, elle se fit, dans son fort intérieur, la servante humble, dévouée et aveugle de son Créateur. Après 12 ans de fidélité à sa femme, le baron a commencé à la tromper. La baronne revoyait toujours ses 12 années de bonheur et perdait la force d'articuler une plainte. Tant que le baron Hulot d'Ervy fut bel homme, les amourettes n'eurent aucune influence sur sa fortune. Mais à 50 ans, il fallut compter avec les grâces. À cet âge, l'amour chez les vieux hommes se change en vice. Il s'y mêle des vanités insensées. Aussi, vers ce temps, Adeline vit-elle son mari, devenu d'une exigence incroyable pour sa toilette, se teignant les cheveux et les favoris, portant des ceintures et des corsets. Il voulut rester beau à tout prix. Enfin, Adeline s'aperçut que le pactole qui coulait chez les maîtresses du baron prenait sa source chez elle. Depuis 8 ans, une fortune considérable avait été dissipée, et si radicalement que, lors de l'établissement du jeune Hulot, 2 ans auparavant, le baron avait été forcé d'avouer à sa femme que ces traitements constituaient toute leur fortune. Où cela nous mènera-t-il fut la réponse d'Adeline. Sois tranquille, répondit le conseiller d'État. Je vous laisse les émoluments de ma place, et je pourvoirai à l'établissement d'Hortense et notre avenir en faisant des affaires. La foi profonde de cette femme, dans la puissance et la haute valeur, dans les capacités et le caractère de son mari, avait calmé cette inquiétude momentanée. Lisbeth Fischer, de 5 ans moins âgée que Madame Hulot, et néanmoins fille de l'aîné des Fischer, était loin d'être belle comme sa cousine. Aussi avait-elle prodigieusement jalouse d'Adeline. La jalousie formait la base de ce caractère plein d'excentricité. Paysanne des Vosges, dans toute l'extension du mot, maigre, brune, les cheveux de noir luisant, les sourcils épais et réunis par un bouquet, les bras longs et forts, les pieds épais, quelques verrues dans sa face longue et simiesque, tel est le portrait concis de cette vierge. La famille qui vivait en commun avait immolé la fille vulgaire à la jolie fille, le fruit âpre à la fleur éclatante. Lisbeth travaillait à la terre quand sa cousine était dorlotée. Aussi lui arriva-t-il un jour, trouvant Adeline seule, de vouloir lui arracher le nez, un vrai nez grec que les vieilles femmes admiraient. Quoique battue pour ce méfait, elle n'en continua pas moins de déchirer les robes et à gâter les collerettes de la privilégiée.
Lors du mariage fantastique de sa cousine, Lisbeth avait plié devant cette destinée, comme les frères et les sœurs de Napoléon plièrent devant l'éclat du trône et la puissance du commandement. Adeline, excessivement bonne et douce, se souvint à Paris de Lisbeth et l'y fit venir vers 1809 dans l'intention de l'arracher à la misère en l'établissant. Dans l'impossibilité de marier aussitôt qu'Adeline le voulait, cette fille aux yeux noirs, aux sourcils charbonnés, et qui ne savait ni lire ni écrire, le baron commença par lui donner un état. Il mit Lisbeth en apprentissage chez les brodeurs de la cour impériale, les fameux Ponce frères. La cousine, nommée Beth, par abréviation, devenue ouvrière en passementerie d'or et d'argent, énergique, à la manière des montagnards, eut le courage d'apprendre à lire, à compter et à écrire, car son cousin, le baron, lui avait démontré la nécessité de posséder ses connaissances pour tenir un établissement de broderie. Elle voulait faire fortune. En 2 ans, elle se métamorphosa. En 1811, la paysanne fut assez gentille, une assez adroite et intelligente première demoiselle. Au moment où la cousine Bête, la plus habile ouvrière de la maison Ponce, où elle dirigeait la fabrication, aurait pu s'établir, le déroute de l'Empire éclata. Et elle se brouilla avec M. Rivet, acquéreur de la maison Ponce, à qui le baron voulait l'associer, et elle redevint simple ouvrière. La famille Fischer était alors retombée dans la situation précaire d'où le baron Hulot l'avait tirée. Ses malheurs de famille, la disgrâce du baron Hulot, une certitude d'être peu de choses dans cet immense mouvement d'hommes, d'intérêts et d'affaires qui fait de Paris un enfer et un paradis, domptèrent la bête. Cette fille perdit alors toute idée de lutte et de comparaison avec sa cousine, après en avoir senti les diverses supériorités. Mais l'envie resta cachée dans le fond de son cœur, comme un germe de peste qui peut éclore et ravager une ville si l'on ouvre le fatal ballot de laine où il est comprimé. De temps en temps, elle disait bien « Adeline et moi, nous sommes du même sang. Nos pères étaient frères. Elle est dans un hôtel et je suis dans une mansarde. » Mais, tous les 2 ans, à sa fête et au jour de l'an, Lisbeth recevait des cadeaux de la baronne et du baron. Le baron, excellent pour elle, lui payait son bois pour l'hiver. Le vieux général Hulot la recevait un jour à dîner. Son couvert était toujours mis chez sa cousine. On se moquait bien d'elle, mais on n'en rougissait jamais. On lui avait enfin procuré son indépendance à Paris, où elle vivait à sa guise. Cette fille avait en effet peur de toute espèce de joug. Sa cousine lui offrait-elle de loger chez elle? Bête apercevait le licou de la domesticité. Maintes fois, le baron avait résolu le difficile problème de la marier. Mais, séduite au premier abord, elle refusait bientôt, en tremblant, de se voir reprocher son manque d'éducation, son ignorance et son défaut de fortune. Enfin, si la baronne lui parlait de vivre avec leur oncle et d'en tenir la maison, à la place d'une servante maîtresse qui devait coûter cher, elle répondait qu'elle se marierait encore bien moins de cette façon-là. La cousine Bête présentait dans les idées cette singularité qu'on remarque chez les natures qui se sont développées fort tard, chez les sauvages qui pensent beaucoup et parlent peu. Son intelligence paysanne avait d'ailleurs acquis, dans les causeries de l'atelier, par la fréquentation des ouvriers et des ouvrières, une dose du mordant parisien. Cette fille, dont le caractère ressemblait prodigieusement à celui des Corses, travaillait inutilement par les instincts des natures fortes, eût aimé à protéger un homme faible. Mais, à force de vivre dans la capitale l'avait changé à la surface. Le poli parisien faisait rouille sur cette âme vigoureusement trempée. Douée d'une finesse devenue profonde, comme chez tous les gens voués à un célibat réel, avec le tour piquant qu'elle imprimait à ses idées, elle lui parut redoutable dans toute autre situation. Méchante, elle eût brouillé la famille la plus unie. En 1837, après 27 ans de vie à moitié payée par la famille Hulot et par son oncle Fischer, la cousine Bête, résignée à ne rien être, se laissait traiter sans façon. Elle se refusait elle-même à venir au grand dîner en préférant l'intimité qui lui permettait d'avoir sa valeur et d'éviter des souffrances d'amour-propre. Partout, chez le général Hulot, chez Crevel, chez le jeune Hulot, chez Rivet, successeur des Ponce, avec qui il s'était raccommodé et qui la fêtait, chez la baronne,
elle semblait être de la maison. Enfin, partout, elle savait amadouer les domestiques en leur payant de petits pourboires de temps en temps, en causant toujours avec eux pendant quelques instants avant d'entrer au salon. Cette familiarité, par laquelle elle se mettait franchement au niveau des gens, lui conciliait leur bienveillance subalterne, très essentielle aux parasites. C'est une bonne et brave fille, était le mot de tout le monde sur elle. Sa complaisance, sans borne, quand on ne l'exigeait pas, était d'ailleurs, ainsi que sa fausse bonhomie, une nécessité de sa position. Elle avait fini par comprendre la vie, en se voyant à la merci de tout le monde. Et, voulant plaire à tout le monde, elle riait avec les jeunes gens, à qui elle était sympathique, par une espèce de patelinage qui les séduit toujours. Elle devinait et épousait leurs désirs. Elle se rendait leur interprète. Elle leur paraissait être une bonne confidente, car elle n'avait pas le droit de les gronder. Sa discrétion absolue lui méritait la confiance des gens d'un âge mûr. On croyait cette pauvre fille dans une telle dépendance de tout le monde qu'elle semblait condamnée à un mutisme absolu. La cousine se surnommait elle-même le confessionnal de la famille. La baronne seule, à qui les mauvais traitements qu'elle avait reçus pendant son enfance de sa cousine plus forte qu'elle, quoique moins âgée, gardait une espèce de défiance. Puis, par pudeur, elle n'eût confié qu'à Dieu ses chagrins domestiques. Ici peut-être est-il nécessaire de faire observer que la maison de la baronne conservait toute sa splendeur aux yeux de la Queen Beth, qui n'était pas frappée de la décresse écrite sur les fauteuils rongés, sur les draperies noircies et sur la soie balafrée. Cet appartement, toujours éclairé pour la cousine Beth par les feux de Bengale des victoires impériales, resplendissait donc toujours. Avec le temps, la cousine Beth avait contracté des manies de vieille fille assez singulières. Ainsi, par exemple, elle voulait, au lieu d'obéir à la mode, que la mode s'appliquât à ses habitudes et se pliât à ses fantaisies toujours arriérées. Cet esprit rétif, capricieux, indépendant, l'inexplicable sauvagerie de cette fille, à qui le baron avait par 4 fois trouvé des partis, un employé de son administration, un major, un entrepreneur des vivres, un capitaine en retraite, et qui s'était refusé à un passementier, devenu riche depuis, lui méritait le surnom de chèvre que le baron lui donnait en riant. Mais ce surnom ne répondait qu'aux bizarreries de la surface, à ces variations que nous nous offrons tous les uns aux autres en état de société. Cette fille qui, bien observée, eût présenté le côté féroce de la classe paysanne, était toujours l'enfant qui voulait arracher le nez de sa cousine et qui peut-être, si elle n'était devenue raisonnable, l'aurait tuée en un paroxysme de jalousie. La cousine Beth, la sauvage Lorraine, quelque peu traîtresse, appartenait à cette catégorie de caractères plus communs chez le peuple qu'on ne pense, et qui peut en expliquer la conduite pendant les révolutions. Au moment où cette scène commence, si la cousine Beth avait voulu se laisser habiller à la mode, si elle s'était, comme les Parisiennes, habituée à porter chaque nouvelle mode, elle eût été présentable et acceptable. Mais elle gardait la roideur d'un bâton. Or, Beth, qui depuis des années parle mystérieusement à ses cousines d'un amoureux à elle, a récemment révélé que c'était un réfugié livonien, une manière de polonais, de 29 ans, le comte Wenceslas Steinbock. Et ce jour même, pendant la visite de Crevel, elle précise à Hortense que Wenceslas est orfèvre. Elle lui montre un cachet fait par lui et ajoute qu'il a mis en vente, chez un brocanteur qu'elle indique, une de ses œuvres, un groupe de bronze. Hortense commence à rêver à Wenceslas, envahie par l'amour à l'état vague, dont les passés se concrétisent autour d'une figure, jetée par le hasard, comme les floraisons de la gelée se prennent à des brins de paille suspendus par le vent à la marge des fenêtres. Ce soir-là, le baron Hulot rentre chez lui. « Nous restes-tu ce soir » lui demanda la baronne. « Non, mes enfants. Après le dîner, je vous quitte. Et si ce n'était pas le jour de la chèvre, de mes enfants et de mon frère, vous ne m'auriez pas vu. » La baronne prit le journal, regarda les théâtres et posa la feuille où elle avait lu Robert le Diable à la rubrique de l'opéra. Josepha, que l'opéra italien avait cédé depuis 6 mois à l'opéra français, chantait le rôle d'Alice. Cette pantomime n'échappa point au baron, qui regarda fixement sa femme. De ce fait, le baron, qui se reprochait la ruine de sa famille,
déploya toutes les ressources de son esprit et de ses grâces de séducteur pour sa femme, pour ses enfants et pour sa cousine Bête. En voyant venir son fils et Célestine Crevel, qui nourrissait un petit hulot, il fut charmant pour sa belle-fille. Il l'accabla de compliments, nourriture à laquelle la vanité de Célestine n'était pas accoutumée, car jamais fille d'argent ne fut si vulgaire ni si parfaitement insignifiante. Le grand-père prit le marmot, il le baisa, le trouva délicieux et ravissant. Il lui parla, le parlait des nourrices, prophétisa que ce poupard deviendrait plus grand que lui, glissa des flatteries à l'adresse de son fils Hulot et rendit l'enfant à la grosse Normande chargée de le tenir. Aussi Célestine échangea-t-elle avec la baronne un regard qui voulait dire « Quel homme charmant !» Naturellement, elle défendait son beau-père contre les attaques de son propre père. « Ah, voici mon frère !» dit le baron Hulot en allant recevoir le comte à la porte du salon. Le comte Hulot, pair de France, était dispensé d'aller aux séances à cause de sa surdité. « Vous êtes tous gais, dit-il, en voyant l'animation que le baron répandait dans cette petite réunion de famille. Hortense n'est cependant pas mariée, ajouta-t-il, en reconnaissant sur le visage de sa belle-sœur des traces de mélancolie. « Ça viendra toujours assez tôt !» lui cria dans l'oreille la Bête d'une voix formidable. « Vous voilà bien, mauvaise graine, qui n'a pas voulu fleurir, répondit-il en riant. Le comte Hulot, héros de Pforzheim, aimait assez la cousine Bête, car il se trouvait entre eux des ressemblances. Sans éducation, sorti du peuple, son courage avait été l'unique artisan de sa fortune militaire, et son bon sens lui tenait lieu d'esprit. Cette union si vraie de sa famille fit penser à madame Hulot. Voilà le plus sûr des bonheurs, et celui-là, qui pourrait nous l'ôter. Quiconque eût vu cet intérieur de famille aurait eu de la peine à croire que le père était aux abois, la mère au désespoir, le fils au dernier degré de l'inquiétude sur l'avenir de son père, et la fille occupée à voler un amoureux à sa cousine. Ce soir-là, lorsque la cousine Bête reçut son bougeoir des mains de la portière, elle s'avança pour voir si les fenêtres de la mansarde au-dessus de son appartement étaient éclairées. À cette heure, en juillet, il faisait si sombre au fond de la cour que la vieille fille ne pouvait pas se coucher sans lumière. « Oh, soyez tranquille, M. Steinbock est chez lui. Il n'est même pas sorti, » dit malicieusement la portière à mademoiselle Fischer. La vieille fille ne répondit rien. Elle était encore restée paysanne en ceci, qu'elle se moquait du qu'en dira-t-on des gens placés loin d'elle, et, de même que les paysans ne voient que leur village, elle ne tenait qu'à l'opinion du petit cercle au milieu duquel elle vivait. Elle monta donc résolument, non pas chez elle, mais à cette mansarde. Voici pourquoi. Au dessert, elle avait mis dans son sac des fruits et des sucreries pour son amoureux, et elle venait le lui donner, absolument comme une vieille fille rapporte une friandise à son chien. Elle trouva, travaillant à la lueur d'une petite lampe, dont la clarté s'augmentait en passant à travers un globe plein d'eau, le héros des rêves d'Hortense, un pâle jeune homme blond, assis à une espèce d'établi, couvert des outils du ciseleur, de cire rouge, d'ébauchoirs, de socles dégrossis, de cuivre fondu sur modèle, vêtu d'une blouse et tenant un petit groupe en cire à modeler qu'il contemplait avec l'attention d'un poète au travail. « Tenez, Venceslas, voilà ce que je vous apporte, dit-elle, en plaçant son mouchoir sur le coin de l'établi. Puis, elle tira de son cabas avec précaution les friandises et les fruits. « Vous êtes bien bonne, mademoiselle, » répondit le pauvre exilé d'une voix triste. « Ça vous rafraîchira, mon pauvre enfant. Vous vous échauffez le sang à travailler ainsi. Vous n'étiez pas né pour un si rude métier. » Venceslas Steinbock regarda la vieille fille d'un air étonné. « Mangez donc !» reprit-elle brusquement, au lieu de me contempler comme une de vos figures quand elles vous plaisent. En recevant cette espèce de gourmande en parole, l'étonnement du jeune homme cessa, car il reconnut alors son mentor femelle, dont la tendresse le surprenait toujours, tant il avait l'habitude d'être rudoyé. Quoique Steinbock eût 29 ans, il paraissait, comme certains blonds, avoir 5 ou 6 ans de moins, et avoir cette jeunesse, dont la fraîcheur avait cédé sous les fatigues et les misères de l'exil, unie à cette figure sèche et dure, on aurait pensé que la nature s'était trompée en leur donnant leur sexe.
La vieille fille prit alors une prune de reine Claude et la présenta doucement à son ami. Merci, dit-il en prenant le fruit. Êtes-vous fatigué demanda-t-elle en lui donnant un autre fruit. Je ne suis pas fatigué par le travail, mais fatigué de la vie, répondit-il. En voilà des idées, reprit-elle avec une sorte d'aigreur. N'avez-vous pas un bon génie qui veille sur vous dit-elle en lui présentant les sucreries et lui voyant manger tout avec plaisir. Voyez, en dînant chez ma cousine, j'ai pensé à vous. Je sais, dit-il en lançant sur Lisbeth un regard à la fois caressant et plaintif, que sans vous, je ne vivrai plus depuis longtemps. Mais, ma chère demoiselle, les artistes ont besoin de distraction. Ah, nous y voilà s'écria-t-elle en l'interrompant, en se mettant les poings sur les hanches et arrêtant sur lui des yeux flamboyants. Vous voulez aller perdre votre santé dans les infamies de Paris, comme tant d'ouvriers qui finissent par aller mourir à l'hôpital. Non, non, faites-vous une fortune, et quand vous aurez des rentes, vous vous amuserez, mon enfant. Vous aurez alors de quoi payer les médecins et les plaisirs, libertin que vous êtes. Venceslas Steinbock, en recevant cette bordée, accompagnée de regards qui le pénétraient d'une flamme magnétique, baissa la tête. La vieille fille déployait la tendresse d'une brutale mais réelle maternité. Le jeune homme subissait comme un fils respectueux la tyrannie d'une mère. Et si je meurs avant d'être riche demanda mélancoliquement Venceslas. Mourir s'écria la vieille fille. Oh, je ne vous laisserai point mourir. J'ai de la vie pour deux, et je vous infuserai mon sang, s'il le fallait. En entendant cette exclamation violente et naïve, les larmes mouillèrent les paupières de Steinbock. Ne vous attristez pas, mon petit Venceslas, reprit Lisbeth émue. Tenez, ma cousine Hortense a trouvé, je crois, votre cachet assez gentil. Allez, je vous ferai bien vendre votre groupe en bronze. Vous serez quitte avec moi. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous deviendrez libre. Allons, riez donc. Je ne serai jamais quitte avec vous, mademoiselle, répondit le pauvre exilé. Et pourquoi donc demanda la paysanne des Vosges, en prenant le parti du Livonien contre elle-même. Parce que vous n'avez pas seulement nourri, logé, soigné dans la misère, mais encore, vous m'avez donné de la force. Vous m'avez créé ce que je suis. Vous avez été souvent dur. Vous m'avez fait souffrir. Moi dit la vieille fille. Allez-vous recommencer vos bêtises sur la poésie, sur les arts, et faire craquer vos doigts, vous étirez les bras en parlant du beau idéal, de vos folies du Nord. Le beau ne vaut pas le solide, et le solide, c'est moi. Vous avez des idées dans la cervelle, la belle affaire. Et moi aussi, j'ai des idées. À quoi sert ce qu'on a dans l'âme si l'on n'en tire aucun parti? Ceux qui ont des idées ne sont pas alors si avancés que ceux qui n'en ont pas, si ceux-là savent se remuer. Au lieu de penser à rêverie, il faut travailler. Qu'avez-vous fait depuis que je suis parti? Qu'a dit votre jolie cousine? Qui vous a dit qu'elle était jolie? Demanda vivement Lisbeth, avec un accent où rugissait une jalousie de tigre. Mais vous-même? C'était pour voir la grimace que vous feriez. Avez-vous envie de courir après les jupes? Vous aimez les femmes? Eh bien, fondez-en. Mettez vos désirs en bronze, car vous vous en passerez encore pendant quelque temps d'amourette. Et surtout de ma cousine, cher ami. Ce n'est pas du gibier pour votre nez. Il faut à cette fille-là un homme de 60 000 francs de rente. Ce mélange de brusquerie, de rudesse même et de bonté peut expliquer l'empire que Lisbeth avait acquis sur cet homme de qui elle faisait une chose à elle. La vie nous attache-t-elle pas par ces alternatives de bon et de mauvais? Si le Livonien avait rencontré Madame Marneffe, au lieu de rencontrer Lisbeth Fischer, il aurait trouvé, dans sa protectrice, une complaisance qui lui conduit à quelque route bourbeuse et déshonorante où il se serait perdu. Il n'aurait certes pas travaillé. L'artiste ne serait pas éclos. Aussi, tout en déplorant l'âpre cupidité de la vieille fille, sa raison lui disait-elle de préférer ce bras de fer à la paresseuse et périlleuse existence que menaient quelques-uns de ses compatriotes. Ce soir-là, lorsque la cousine Bête reçut son bougeoir des mains de la portière, elle s'avança pour voir si les fenêtres de la mansarde au-dessus de son appartement étaient éclairées. À cette heure, en juillet, il faisait si sombre au fond de la cour que la vieille fille ne pouvait pas se coucher sans lumière. « Oh, soyez tranquille, monsieur Steinbock est chez lui, il n'est même pas sorti, » dit malicieusement la portière à mademoiselle Fischer. La vieille fille ne répondit pas. Elle était encore restée paysanne en ceci,
qu'elle se moquait du qu'en dira-t-on des gens placés loin d'elle. Et, de même que les paysans ne voient que leur village, par un retour en arrière, nous apprenons que Beth a sauvé 5 ans plus tôt Venceslas du suicide et lui a consacré ses économies, lui permettant ainsi de faire son apprentissage d'orfèvre. Sur les conseils d'un commerçant de ses amis, M. Rivet, elle a pris des « sûretés » qui lui permettraient de faire mettre Venceslas en prison pour dette si un jour elle le désirait. Cet épisode eut une influence terrible sur la vie intérieure de Venceslas et de Lisbeth. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absinthe des reproches lorsqu'elle crut ses fonds compromis, et elle les crut, bien souvent perdus. La bonne mère devint une marâtre. Elle morigéna ce pauvre enfant, elle le tracassa, lui reprocha de ne pas travailler assez promptement et d'avoir pris un état difficile. Elle ne pouvait pas croire que des modèles en cire rouge, des figurines, des projets d'ornement, des essais puissent avoir du prix. Bientôt, fâchée de ses duretés, elle essayait d'en effacer les traces par des soins, par des douceurs et par des attentions. Le pauvre jeune homme, après avoir gémi de se trouver dans la dépendance de cette mégère et sous la domination d'une paysanne des Vosges, était ravi des câlineries et de cette sollicitude maternelle épris seulement du physique, du matériel de la vie. Mademoiselle Fischer prit ainsi sur cette âme un empire absolu. L'amour de la domination, resté dans ce cœur de vieille fille, à l'état de germe, se développa rapidement. Elle put satisfaire son orgueil et son besoin d'action. N'avait-elle pas une créature à elle, à gronder, à diriger, à flatter, à rendre heureuse, sans avoir à craindre aucune rivalité? Le bon et le mauvais de son caractère s'exercèrent donc également. Si parfois elle martyrisait le pauvre artiste, elle avait en revanche des délicatesses semblables à la grâce des fleurs champêtres. Elle jouissait de le voir ne manquant de rien. Elle lui donnait sa vie pour lui. Venceslas en avait la certitude. Comme toutes les belles âmes, le pauvre garçon oubliait le mal, les défauts de cette fille qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa vie comme excuse de sa sauvagerie, et ne se souvenait jamais que des bienfaits. Un jour, la vieille fille, exaspérée de ce que Venceslas était allé flâner au lieu de travailler, lui fit une scène. « Vous m'appartenez, lui dit-elle. Si vous êtes honnête homme, vous devriez tâcher de me rendre le plus tôt possible ce que vous me devez. » Le gentilhomme, à qui le sang des Steinbock s'alluma, devint pâle. « Mon Dieu, dit-elle, bientôt nous n'aurons plus pour vivre que les 30 sous que je gagne, moi, pauvre fille. » Les deux indigents, irrités dans le duel de la parole, s'animèrent l'un contre l'autre, et alors le pauvre artiste reprocha pour la première fois à sa bienfaitrice de l'avoir arraché à la mort, pour lui faire une vie de forçat, pire que le néant, ou du moins on se reposait, dit-il. Il parla de fuir. « Fuir » s'écria la vieille fille. « Ah, monsieur Rivet avait raison. » Et elle expliqua catégoriquement au Polonais comment on pouvait en 24 heures le mettre pour le reste de ses jours en prison. Ce fut un coup de massue. Steinbock tomba dans une mélancolie noire et dans un mutisme absolu. Le lendemain, dans la nuit, Lisbeth, ayant entendu des préparatifs de suicide, monta chez son pensionnaire, lui présenta le dossier et une quittance en règle. « Tenez, mon enfant, pardonnez-moi, dit-elle, les yeux humides. Soyez heureux, quittez-moi, je vous tourmente trop. Mais dites-moi que vous penserez quelquefois à la pauvre fille qui vous a mis à même de gagner votre vie. Que voulez-vous? Vous êtes la cause de mes méchancetés. Je puis mourir. Que deviendriez-vous sans moi? Voilà la raison de l'impatience que j'ai de vous voir en état de fabriquer des objets qui puissent se vendre. Je ne vous demande pas mon argent pour moi. Allez. J'ai peur de votre paresse, que vous nommez rêverie, de vos conceptions qui mangent tant d'heures pendant lesquelles vous regardez le ciel, et je voudrais que vous eussiez contracté l'habitude du travail. » Ce fut dit avec un accent, un regard, des larmes, une attitude qui pénétrèrent le noble artiste. Il saisit sa bienfaitrice, la pressa sur son cœur et l'embrassa au front. « Gardez ces pièces, répondit-il avec une sorte de gaieté. Pourquoi me mettriez-vous en prison? Ne suis-je pas emprisonné ici, par la reconnaissance? » Cet épisode de leur vie commune et secrète, arrivé 6 mois auparavant, avait fait produire à Venceslas 3 choses. Le cachet que gardait Hortense, un groupe
mis chez le marchand de curiosités, et une admirable pendule qu'il achevait en ce moment, car il vissait les derniers écrous du modèle. Il est facile maintenant de comprendre l'espèce d'attachement extraordinaire que mademoiselle Fischer avait conçu pour son livonien. Elle le voulait heureux. Elle le voyait dépérissant, s'étiolant dans sa mansarde. On conçoit la raison de cette situation affreuse. La Lorraine surveillait cet enfant du Nord, avec la tendresse d'une mère, avec la jalousie d'une femme et l'esprit d'un dragon. Ainsi, elle s'arrangeait pour lui rendre toute folie, toute débauche impossible, en le laissant toujours sans argent. Elle aurait voulu garder sa victime et son compagnon, pour elle, sage, comme il était, par force, et elle ne comprenait pas la barbarie de ce désir insensé, car elle avait pris, elle, l'habitude de toutes les privations. Elle aimait assez Steinbock pour ne pas l'épouser, et l'aimait trop pour le céder à une autre femme. Elle ne savait pas se résigner à n'en être que la mère, et se regarder comme une folle quand elle pensait à l'autre rôle. Ces contradictions, cette féroce jalousie, ce bonheur de posséder un homme à elle, tout agitait démesurément le cœur de cette fille. Éprise réellement depuis 4 ans, elle caressait le fol espoir de faire durer cette vie inconséquente et sans issue, où sa persistance devait causer la perte de celui qu'elle appelait son enfant. Son combat de ses instincts et de sa raison la rendait injuste et tyrannique. Elle se vengeait sur ce jeune homme de ce qu'elle n'était, ni jeune, ni riche, ni belle. Puis, après chaque vengeance, elle arrivait, en reconnaissant ses torts en elle-même, à des humilités, à des tendresses infinies. Elle ne concevait le sacrifice à faire à son idole qu'après y avoir écrit sa puissance à coups de hache. Quant à ce malheureux jeune homme, à pensée élevée, méditatif, enclin à la paresse, il offrait dans les yeux, comme ces lions encagés au jardin des plantes, le désert que sa protectrice faisait en son âme. Le travail forcé que Lisbeth exigeait de lui ne défrayait pas les besoins de son cœur. Son ennui devenait une maladie physique, et il mourait sans pouvoir demander, sans savoir se procurer l'argent d'une folie souvent nécessaire. Par certaines journées d'énergie, où le sentiment de son malheur accroissait son exaspération, il regardait Lisbeth comme un voyageur altéré qui, traversant une côte aride, doit regarder une eau saumâtre. Ces fruits amers de l'indigence et de cette réclusion dans Paris étaient savourés comme des plaisirs par Lisbeth. Aussi prévoyait-elle avec terreur que la moindre passion allait lui arracher son esclave. Parfois, elle se reprochait, en contraignant par sa tyrannie et ses reproches ce poète à devenir un grand sculpteur de petites choses, de lui avoir donné les moyens de se passer d'elle. Le lendemain, ces 3 existences, si diversement et si réellement misérables, celle d'une mère au désespoir, celle du ménage Marneffe et celle du pauvre exilé, devaient toutes être affectées par la passion naïve d'Hortense et par le singulier dénouement que le baron allait trouver à sa passion malheureuse pour Josépha. Hortense, fascinée par le prétendu amoureux de sa cousine, va avec son père chez un antiquaire. Elle y achète une grande sculpture de Venceslas et le rencontre. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Hortense prévient ses parents qu'elle veut épouser le jeune sculpteur. Ce coup de foudre de leur fille les arrange, car ce mariage résoudra le problème de la dot de la jeune fille. Venceslas commence à aller régulièrement chez les Hulot en le cachant à Bête. Et, grâce à l'influence dans le monde du baron Hulot, il connaît un certain succès. Hulot est quitté par sa maîtresse Josépha. Il décide alors de séduire Valérie Marneffe, la bourgeoise voisine de Bête. La jeune femme, très rusée, exige de son amoureux transi de nombreux privilèges avant de lui accorder ses faveurs. En effet, Hulot est le supérieur hiérarchique de son mari et peut lui faire obtenir une promotion à la fois financière et professionnelle. Le pauvre baron employait des stratagèmes pour offrir une bagatelle, fort chère d'ailleurs, en s'applaudissant de rencontrer enfin une vertu, de trouver la réalisation de ses rêves. Dans le ménage, Marneffe, le baron était aussi Dieu que chez lui. M. Marneffe paraissait être à 100 lieues de croire que le Jupiter de son ministère eut l'intention de descendre en pluie d'or chez sa femme, et il se faisait le valet de son auguste chef. Madame Marneffe
âgée de 23 ans, bourgeoise pure et timorée, fleur cachée dans la rue du Doyenné, devait ignorer les dépravations et la démoralisation courtisanesque qui maintenant causaient d'affreux dégoûts au baron, car il n'avait pas encore connu les charmes de la vertu qui combat, et la craintive Valérie les lui faisait savourer. Une fois la question ainsi posée, entre Hector Hulot et Valérie, personne ne s'étonnera d'apprendre que Valérie ait su d'Hector le secret du prochain mariage du grand artiste Steinbock avec Hortense. Entre un amant sans droit et une femme qui ne se décide pas facilement à devenir une maîtresse, il se passe des luttes orales et morales où la parole trahit souvent la pensée. Le baron avait donc laissé entrevoir toute la liberté d'action que le mariage de sa fille lui donnerait, pour répondre à l'aimante Valérie, qui s'était plus d'une fois écriée « Je ne crois pas qu'on fasse une faute pour un homme qui ne serait pas tout à nous. » Déjà, le baron avait 1000 fois juré que, depuis 25 ans, tout était fini entre madame Hulot et lui. « On l'a dit si belle, » répliquait madame Marneffe, « je veux des preuves. »« Vous en aurez, » dit le baron, heureux de ce vouloir par lequel sa Valérie se compromettait. « Et comment ? Il faudrait ne jamais me quitter, » avait répondu Valérie. Hector avait alors été forcé de révéler ses projets en exécution, rue Vaneau, pour démontrer à sa Valérie qu'il songeait à lui donner cette moitié de la vie qui appartient à une femme légitime, en supposant que le jour et la nuit partagent également l'existence des gens civilisés. Il parla de quitter décemment sa femme en la laissant seule une fois que sa fille serait mariée. La baronne passerait alors tout son temps chez Hortense et chez les jeunes Hulot. Il était sûr de l'obéissance de sa femme. Dès lors, mon petit ange, ma véritable vie, mon vrai ménage sera rue Vaneau. Mon Dieu, comme vous disposez de moi, dit alors madame Marneffe. Et mon mari? Cette guenille? Le fait est qu'auprès de vous, c'est cela, répondit-elle en riant. Madame Marneffe eut une furieuse envie de voir le jeune comte de Steinbock après en avoir appris l'histoire. Peut-être en voulait-elle obtenir quelques bijoux pendant qu'elle vivait encore sous le même toit. Cette curiosité déplut tant au baron que Valérie jura de ne jamais regarder Wenceslas. Mais, après avoir fait récompenser l'abandon de cette fantaisie par un petit service de thé complet en vieux Sèvres, pâte tendre, elle garda son désir au fond de son cœur, écrit comme sur un agenda. Donc, un jour qu'elle avait prié sa cousine bête de venir prendre ensemble leur café dans sa chambre, elle l'a mis sur le chapitre de son amoureux, afin de savoir si elle pourrait le voir sans danger. « Ma petite, dit-elle, car elles se traitaient mutuellement de ma petite, pourquoi ne m'avez-vous pas encore présenté votre amoureux? Savez-vous qu'il est en peu de temps devenu célèbre? Lui? Célèbre? Mais on ne parle que de lui. Ah, bah, s'écria Lisbeth. Il va faire la statue de mon père, et je lui serai bien utile pour la réussite de son œuvre. Il va, dites-vous, ma petite, faire une statue? Demanda Lisbeth. De 9 pieds, commandée par le ministère de la Guerre. Ah, ça, d'où sortez-vous? Je vous apprends ces nouvelles-là. Mais le gouvernement va donner au comte de Steinbock un atelier et un logement au dépôt des marbres. Votre Polonais en sera peut-être le directeur. Une plate de 2000 francs, une bague au doigt. Comment savez-vous tout cela, quand moi je ne le sais pas? Dit enfin Lisbeth, en sortant de sa stupeur. Voyons, ma chère petite cousine bête, dit gracieusement madame Marneffe, êtes-vous susceptible d'une amitié dévouée à toute épreuve? Voulez-vous que nous soyons comme deux sœurs? Voulez-vous me jurer de n'avoir pas plus de secret pour moi que je n'en aurai pour vous, d'être mon espion comme je serai le vôtre? Voulez-vous surtout me jurer que vous ne me vendrez jamais, ni à mon mari, ni à M. Hulot, et que vous n'avouerez jamais que c'est moi qui vous ai dit... Madame Marneffe s'arrêta. Dans cette œuvre de picador, la cousine bête l'effraya. La physionomie de la Lorraine était devenue terrible. Ses yeux noirs et pénétrants avaient la fixité de ceux des tigres. Sa figure ressemblait à celle que nous supposons au Pythonis. Elle serrait ses dents pour les empêcher de claquer, et une affreuse convulsion faisait trembler ses membres. Elle avait glissé sa main crochue entre son bonnet et ses cheveux pour les empoigner et soutenir sa tête, devenue trop lourde. Elle brûlait. La fumée de l'incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides
comme au autant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Ce fut un spectacle sublime. Eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous dit-elle d'une voix creuse. Je serai pour vous tout ce que j'étais pour lui. Oh, je lui ai redonné tout mon sang. Vous l'aimez donc comme s'il était mon enfant. Eh bien, reprit madame Marneffe en respirant à l'aise, puisque vous ne l'aimez que comme ça, vous allez être bien heureuse, car vous le voulez heureux. Lisbeth répondit, par un signe de tête rapide comme celui d'une folle. Il épouse, dans un mois, votre petite cousine. Hortense cria la vieille fille, en se frappant le front et en se levant. Ah, ça vous l'aimez donc, ce jeune homme demanda madame Marneffe. Ma petite, c'est entre nous, à la vie, à la mort, dit mademoiselle Fischer. Oui, si vous avez des attachements, ils me seront sacrés. Enfin, vos vices deviendront pour moi des vertus, car j'aurai besoin, moi, de vos vices. Vous viviez donc avec lui s'écria Valérie. Non, je voulais être sa mère. Ah, je n'y comprends plus rien, reprit Valérie, car alors, vous n'êtes pas jouée ni trompée, et vous devez être bien heureuse de lui voir faire un beau mariage. Le voilà lancé. D'ailleurs, tout est bien fini pour vous, allez. Notre artiste va tous les jours chez madame Hulot, dès que vous sortez pour dîner. Adeline, se dit Lisbeth. Oh, Adeline, tu me le paieras. Je te rendrai plus laide que moi. Mais, vous voilà pâle comme une morte, reprit Valérie. Il y a donc quelque chose. Oh, suis-je bête. La mère et la fille doivent se douter que vous mettriez des obstacles à cet amour, puisqu'elle se cache de vous, s'écria madame Marneffe. Mais, si vous ne viviez pas avec le jeune homme, tout cela, ma petite, est pour moi plus obscur que le cœur de mon mari. Oh, vous ne savez pas, vous, reprit Lisbeth, vous ne savez pas ce que c'est que cette manigance-là. C'est le dernier coup qui tue. En ai-je reçu des meurtrissures à l'âme? Vous ignorez que depuis l'âge où l'on sent, j'ai été immolé à Adeline. On me donnait des coups, et on lui faisait des caresses. J'allais mise comme une souillon, et elle était vêtue comme une dame. Je piochais le jardin, j'épluchais le légume, et elle, ses 10 doigts, ne se remuaient que pour arranger des chiffons. Elle a épousé le baron. Elle est venue briller à la cour de l'empereur. Et je suis resté jusqu'en 1809 dans mon village, attendant un parti sortable pendant 4 ans. Ils m'en ont tiré, mais pour me faire ouvrière et pour me proposer des employés, des capitaines qui ressemblaient à des portiers. J'ai eu pendant 26 ans tout le reste. Adeline me filoude mon bonheur. Adeline, Adeline, je te verrai dans la boue et plus bas que moi. Hortense que j'aimais m'a trompé. Le baron? Non, cela n'est pas possible. Voyons, redites-moi les choses qui là-dedans peuvent être vraies. Calmez-vous, ma petite. Valérie, mon cher ange, je vais me calmer, répondit cette fille bizarre en s'asseyant. Une seule chose peut me rendre la raison. Donnez-moi une preuve. Mais votre cousine Hortense possède le groupe de Samson, dont voici la lithographie publiée par une revue. Elle l'a payé de ses économies, et c'est le baron qui, dans l'intérêt de son futur gendre, le lance et obtient tout. De l'eau, demanda Lisbeth, après avoir jeté les yeux sur la lithographie au bas de laquelle elle lut, groupe appartenant à mademoiselle Hulot d'Ervy. De l'eau, ma tête brûle, je deviens folle. Madame Marneffe apporta de l'eau, la vieille fille ôta son bonnet, défit ses noirs cheveux et se mit la tête dans la cuvette que lui tint sa nouvelle amie. Elle s'y trompa le front à plusieurs reprises et arrêta l'inflammation commencée. Après cette immersion, elle retrouva tout son empire sur elle-même. Pas un mot, dit-elle à madame Marneffe en s'essuyant. Pas un mot de tout ceci. Voyez, je suis tranquille, et tout est oublié. Je pense à bien autre chose. Elle sera demain à Charenton, c'est sûr, se dit madame Marneffe en regardant la Lorraine. Que faire, reprit Lisbeth. Voyez-vous, mon petit ange, il faut se taire, courber la tête, et aller à la tombe, comme l'eau va droit à la rivière. Que tenterai-je? Je voudrais réduire tout ce monde. Adeline, sa fille, le baron, en poussière. Mais que peut une parente pauvre contre toute une famille riche? Ce serait l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Oui, vous avez raison, répondit Valérie. Il faut seulement s'occuper de tirer le plus de foin à soi du râtelier. Voilà la vie à Paris. Eh, dit Lisbeth, je mourrai promptement. Allez, si je perds cet enfant, à qui je croyais toujours servir de mère, avec qui je comptais vivre toute ma vie.
Elle eut des larmes dans les yeux et s'arrêta. Cette sensibilité, chez cette fille de soufre et de feu, fit frissonner madame Marneffe. « Eh bien, je vous trouve, dit-elle en prenant la main de Valérie. C'est une consolation dans ce grand malheur. Nous nous aimerons bien. Et pourquoi nous quitterions-nous? Je n'irai jamais sur vos brisées. On ne m'aimera jamais, moi. Tout ce qu'il voulait de moi, m'épouser, à cause de la protection de mon cousin. Avoir de l'énergie à escalader le paradis et l'employer à se procurer du pain, de l'eau, des guenilles et une mansarde. Ah, c'est là, ma petite, un martyr. J'y ai séché. » Elle s'arrêta brusquement et plongea dans les yeux bleus de madame Marneffe un regard noir qui traversa l'âme de cette jolie femme comme la lame d'un poignard lui eût traversé le cœur. « Et pourquoi parler ?» s'écria-t-elle en s'adressant un reproche elle-même. « Ah, je n'ai jamais tant dit. Allez, comme vous dites sagement, aiguisons nos dents et tirons du râtelier le plus de foin possible. » « Vous avez raison, dit madame Marneffe, que cette crise effrayait et qui ne se souvenait plus d'avoir émis cet apophthegme. Je vous crois dans le vrai, ma petite. Allez, la vie n'est déjà pas si longue. Il faut en tirer parti tant qu'on peut et employer les autres à son plaisir. J'en suis arrivé, là, moi, si jeune. » Frappée de l'attention que lui prêtait Lisbeth, elle jugea nécessaire de s'assurer d'elle avant de lui livrer ses derniers secrets. « Voyez, ma petite, quelle est ma confiance en vous, reprit madame Marneffe, à qui Lisbeth répondit par un signe excessivement rassurant. On jure souvent par les yeux et par un mouvement de tête, plus solennellement qu'à la cour d'assises. « Adieu, ma petite, dit brusquement Lisbeth. Nous ne nous quitterons plus jamais. Je vous aime, je vous estime, je suis à vous. Mon cousin me tourmente pour que j'aille loger dans votre future maison, rue Vaneau. Je ne le voulais pas, car j'ai bien deviné la raison de cette nouvelle bonté. Tiens, vous m'auriez surveillé, je le sais bien, dit madame Marneffe. C'est bien là la raison de sa générosité, répliqua Lisbeth. À Paris, la moitié des bienfaits sont des spéculations, comme la moitié des ingratitudes sont des vengeances. Avec une parente pauvre, on agit comme avec les rats, à qui l'on présente un morceau de lard. J'accepterai l'offre du baron, car cette maison m'est devenue odieuse. Ah, ça, nous avons assez d'esprit toutes les deux pour savoir taire ce qui nous nuirait et dire ce qui doit être dit. Ainsi, pas d'indiscrétion et une amitié à toute épreuve, s'écria joyeusement madame Marneffe, heureuse d'avoir un porte-respect, une confidente, une espèce de tante honnête. Écoutez, le baron fait bien les choses, rue Vaneau. Je crois bien, reprit Lisbeth. Il en est à 30 000 francs. Je ne sais où il les a pris, par exemple, car Josépha, la cantatrice, l'avait saigné à blanc. Eh bien, reprit madame Marneffe, avec la sécurité des filles qui n'est que de l'insouciance, ma petite, dites donc, prenez de ce ménage-ci tout ce qui pourra vous aller pour votre nouveau logement. Cette commode, cette armoire à glace, ce tapis, la tenture. Les yeux de Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'une joie insensée. Elle n'osait croire à un pareil cadeau. Vous faites plus pour moi, dans un moment, que mes parents riches en 30 ans, s'écria-t-elle. Ils ne se sont jamais demandé si j'avais des meubles. À sa première visite, il y a quelques semaines, le baron a fait une grimace de riche à l'aspect de ma misère. Eh bien, merci, ma petite. Je vous revaudrai cela. Vous verrez plus tard comment. Valérie accompagna sa cousine bête jusque sur le palier où les deux femmes s'embrassèrent. Comme elle pue la fourmi, se dit la jolie femme quand elle fut seule. Je ne l'embrasserai pas souvent, ma cousine. Cependant, prenons garde, il faut l'aménager. Elle me sera bien utile, elle me fera faire fortune. En un instant, la cousine bête était redevenue elle-même. En un instant, ce caractère de corse et de sauvage, ayant brisé les faibles attaches qui le courbaient, avait repris sa menaçante hauteur comme un arbre s'échappe des mains de l'enfant qui l'a plié jusqu'à lui pour y voler des fruits verts. Bête révèle alors à Crevel la liaison de Hulot avec Valérie, une femme du monde. Elle lui donne le désir de se venger de son rival heureux en lui soufflant cette maîtresse à laquelle il tient plus qu'à sa femme. Le même soir, avant de déclencher le mécanisme judiciaire qu'elle a monté pour mettre Venceslas en prison, elle fait auprès de lui une dernière tentative. À cette heure, Lisbeth revenait déjà chez elle en omnibus, car il y tardait,
de revoir Venceslas de qui, depuis une vingtaine de jours, elle était la dupe, et à qui elle apportait son cabas plein de fruits, empilé par Crevel lui-même, dont la tendresse avait redoublé pour sa cousine bête. Elle monta dans la mansarde d'une vitesse à perdre la respiration, et trouva l'artiste occupé à terminer les ornements d'une boîte qu'il voulait offrir à sa chère Hortense. La bordure du couvercle représentait des hortensias dans lesquelles se jouaient des amours. « Vous travaillez trop depuis quelques jours, mon bon ami, dit Lisbeth, en lui essuyant le front, couvert de sueur, et le baisant. Une pareille activité me paraît dangereuse au mois d'août. Vraiment, votre santé peut en souffrir. Tenez, voici des pêches, des prunes, de chez M. Crevel. Ne vous tracassez pas tant. J'ai emprunté 2000 francs, et, à moins de malheur, nous pourrons les rendre si vous vendez votre pendule. Cependant, j'ai quelques doutes sur mon prêteur, car il vient d'envoyer ce papier timbré. » Elle plaça la dénonciation de la contrainte par corps sous l'esquisse du maréchal de Montcornet. « Pour qui faites-vous ces belles choses-là » demanda-t-elle, en prenant les branches d'hortensia en cire rouge que Venceslas avait posées pour manger les fruits. « Pour un bijoutier. »« Quel bijoutier ?»« Je ne sais pas. C'est un ami qui m'a prié de tortiller cela pour lui, car il est pressé. »« Mais voilà des hortensias, dit-elle d'une voix creuse. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais manié la cire pour moi? Était-ce donc si difficile d'inventer une bague, un coffret, n'importe quoi, un souvenir, dit-elle, en lançant un affreux regard sur l'artiste, dont heureusement les yeux étaient baissés. Et vous dites que vous m'aimez? En doutez-vous, mademoiselle? Oh, que voilà un mademoiselle bien chaud. Tenez, vous avez été mon unique pensée depuis que je vous ai vu mourant, là. Quand je vous ai sauvé, vous vous êtes donné à moi. Je ne vous ai jamais parlé de cet engagement, mais je me suis engagé envers moi-même, moi. Je me suis dit, puisque ce garçon se donne à moi, je veux le rendre heureux et riche. Eh bien, j'ai réussi à faire votre fortune. Et comment? Demanda le pauvre artiste, au comble du bonheur, et trop naïf pour soupçonner un piège. Voici comment, reprit la Lorraine. Lisbeth ne put se refuser le plaisir sauvage de regarder Venceslas qui la contemplait avec un amour filial où débordait son amour pour Hortense, ce qui trompa la vieille fille. En apercevant pour la première fois de sa vie les torches de la passion dans les yeux d'un homme, elle crut les y avoir allumés. « Monsieur Crevel nous commandite de 100 000 francs pour fournir une maison de commerce. Si, dit-il, vous voulez m'épouser. Il a de singulières idées, ce gros bonhomme-là. Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. L'artiste, devenu pâle comme un mort, regarda sa bienfaitrice d'un œil sans lueur et qui laissait passer toute sa pensée. Il resta béant et hébété. « On ne m'a jamais si bien dit, reprit-elle avec un rire amer, que j'étais affreusement laide. »« Mademoiselle, répondit Steinbock, ma bienfaitrice ne sera jamais laide pour moi. J'ai pour vous une bien vive affection, mais je n'ai pas 30 ans et j'en ai 43, reprit-elle. Ma cousine Hulot, qui en a 48, fait encore des passions frénétiques. Mais elle est belle, elle. 15 ans de différence entre nous, mademoiselle. Quel ménage ferions-nous? Pour nous-mêmes, je crois que nous devons bien réfléchir. Ma reconnaissance sera certainement égale à vos bienfaits. D'ailleurs, votre argent vous sera rendu sous peu de jours. Mon argent? Cria-t-elle. Oh, vous me traitez comme si j'étais un usurier sans cœur. Pardon, reprit Venceslas, mais vous m'en parlez si souvent. Enfin, vous m'avez créé. Ne me détruisez pas. Vous voulez me quitter, je le vois, dit-elle en hochant la tête. Qui donc vous a donné la force de l'ingratitude, vous qui êtes comme un homme de papier mâché? Manqueriez-vous de confiance en moi, votre bon génie? Moi qui si souvent ai passé la nuit à travailler pour vous, moi qui vous ai livré les économies de toute ma vie, moi qui pendant 4 ans ai partagé mon pain, le pain d'une pauvre ouvrière avec vous, et qui vous prêtais tout, jusqu'à mon courage. Mademoiselle, assez, assez, dit-il en se mettant à ses genoux et lui tendant les mains. N'ajoutez pas un mot. Dans 3 jours je parlerai, je vous dirai tout. Laissez-moi, dit-il en lui baisant les mains. Laissez-moi être heureux. J'aime et je suis aimé. Eh bien, sois heureux, mon enfant, dit-elle en le relevant. Puis elle l'embrassa sur le front et dans les cheveux, avec la frénésie que doit avoir le condamné à mort
en savourant sa dernière matinée. Ah, vous êtes la plus noble, la meilleure des créatures. Vous êtes l'égale de celle que j'aime, dit le pauvre artiste. Je vous aime assez encore pour trembler de votre avenir, reprit-elle d'un air sombre. Judas s'est pendu. Tous les ingrats finissent mal. Vous me quittez, vous ne ferez plus rien qui vaille. Songez que sans nous marier, car je suis une vieille fille, je le sais, je ne veux pas étouffer l'affaire de votre jeunesse, votre poésie, comme vous le dites, dans mes bras, qui sont comme des sarments de vigne. Mais, sans nous marier, ne pouvons-nous pas rester ensemble? Écoutez, j'ai l'esprit du commerce. Je puis vous amasser une fortune en 10 ans de travail, car je m'appelle l'économie, moi. Tandis qu'avec une jeune femme, qui sera toute dépense, vous dissiperez tout. Vous ne travaillerez qu'à la rendre heureuse. Le bonheur ne crée rien que des souvenirs. Quand je pense à vous, moi, je reste les bras ballants pendant des heures entières. Eh bien, Venceslas, reste avec moi. Tiens, je comprends tout. Tu auras des maîtresses, de jolies femmes semblables à cette petite marneffe qui veut te voir et qui te donnera le bonheur que tu ne peux pas trouver avec moi. Puis, tu te marieras quand je t'aurai fait 30 000 francs de rente. Vous êtes un ange, mademoiselle, et je n'oublierai jamais ce moment-ci, répondit Venceslas en essuyant ses larmes. Vous voilà comme je veux, mon enfant, dit-elle, en le regardant avec ivresse. La vanité chez nous tous est si forte que Lisbeth crut à son triomphe. Elle avait fait une si grande concession en offrant Madame Marneffe. Elle éprouva la plus vive émotion de sa vie. Elle sentit pour la première fois la joie inondant son cœur. Pour retrouver une seconde heure pareille, elle eût vendu son âme au diable. « Je suis engagé, répondit-il, et j'aime une femme contre laquelle aucune autre ne peut prévaloir. Mais vous êtes, et vous serez toujours, la mère que j'ai perdue. » Ce mot versa comme une avalanche de neige sur ce cratère flamboyant. Lisbeth s'assit, contempla d'un air sombre cette jeunesse, cette beauté distinguée, ce front d'artiste, cette belle chevelure, tout ce qui sollicitait en elle les instincts comprimés de la femme, et de petites larmes, aussitôt séchées, mouillèrent pour un moment ses yeux. Elle ressemblait à ces grêles statues que les tailleurs d'images du Moyen-Âge ont assis sur des tombeaux. « Je ne te maudis pas, toi, dit-elle, en se levant brusquement. Tu n'es qu'un enfant. Que Dieu te protège. Elle descendit et s'enferma dans son appartement. Elle-même, se dit Venceslas, la pauvre créature. A-t-elle été chaudement éloquente? Elle est folle. Ce dernier effort de la nature, sèche et positive, pour garder avec elle cette image de la beauté, de la poésie, avait eu tant de violence qui ne peut se comparer qu'à la sauvage énergie du naufragé essayant sa dernière tentative pour atteindre à la grève. Le lendemain, Venceslas emprisonné bête vient jouir chez les Hulot de son triomphe. Celui-ci est violent, mais bref, car Venceslas apparaît en personne, un ami à payer pour sa libération. Cette fois, on ne peut plus cacher à Bête le mariage prochain. Elle s'en réjouit, avec toute la famille, jouant le rôle du bon ange. Comme Hulot a réussi à trouver de l'argent pour faire une dot convenable à sa fille, les jeunes gens peuvent se marier. Le mariage a lieu le jour où Valérie va devenir la maîtresse de Hulot. Il a installé dans ce nouvel appartement luxueux de la rue Vaneau, tout en demandant à sa femme de déménager dans un appartement plus petit. Pour arranger sa situation financière, Hulot a envoyé un oncle de sa femme en Algérie pour y gagner de l'argent en faisant des radias, c'est-à-dire en volant aux habitants leurs ressources agricoles pour les revendre à prix d'or. 3 ans après son installation rue Vaneau, Valérie est aussi la maîtresse de Crevel, qui a été élue maire de son arrondissement. Cependant, Hulot a pratiquement installé toute sa vie rue Vaneau. Valérie s'était admirablement approprié le baron Hulot. Elle l'avait obligé à vieillir par une de ces flatteries fines qui peuvent servir à peindre l'esprit diabolique de ces sortes de femmes. Chez les organisations privilégiées, il arrive un moment où, comme une place assiégée qui fait longtemps bonne contenance, la situation vraie se déclare. En prévoyant la dissolution prochaine du beau dans l'Empire, Valérie jugea nécessaire de la hâter. « Pourquoi te gênes-tu, mon vieux grognard ?» lui dit-elle, 6 mois après leur mariage clandestin
et doublement adultère. Aurais-tu donc des prétentions? Voudrais-tu m'être infidèle? Moi, je te trouverais bien mieux si tu ne te fardes plus. Fais-moi le sacrifice de tes grasses postiches. Crois-tu que ces 2 sous de vernis mis à tes bottes, ta ceinture en caoutchouc, ton gilet de force et ton faux toupet que j'aime en toi? D'ailleurs, plus tu seras vieux, moins j'aurai peur de me voir enlever mon hulot par une rivale. Croyant donc à l'amitié divine autant qu'à l'amour de madame Marneffe, avec laquelle il comptait finir sa vie, le conseiller d'État avait suivi ce conseil privé en cessant de se teindre les favoris et les cheveux. Après avoir reçu de Valérie cette touchante déclaration, le grand et bel Hector se montra tout blanc un beau matin. Madame Marneffe prouva facilement à son cher Hector qu'elle avait 100 fois vu la ligne blanche formée par la pousse des cheveux. Les cheveux blancs vont admirablement à votre figure, dit-elle en la voyant. Ils l'adoucissent. Vous êtes infiniment mieux. Vous êtes charmant. Enfin, le baron, une fois lancé dans ce chemin, ôta son gilet de peau, son corset. Il se débarrassa de toutes ses bricoles. Le ventre tomba, l'obésité se déclara. Le chêne devint une tour, et la pesanteur des mouvements fut d'autant plus effrayante que le baron vieillissait prodigieusement. Les sourcils restèrent noirs et rappelèrent vaguement le bel hulot, comme dans quelques pans de murs féodaux, un léger détail de sculpture demeure pour faire apercevoir ce que fut le château dans son beau temps. Cette discordance rendait le regard, vif et jeune encore, d'autant plus singulier dans ce visage bistré que là, où pendant si longtemps fleurirent des tons de chair à la Rubens, on voyait, par certaines meurtrissures et dans le sillon tendu de la ride, les efforts d'une passion en rébellion avec la nature. Hulot fut alors une de ces belles ruines humaines où la virilité ressort par des espèces de buissons, aux oreilles, au nez, aux doigts, en produisant l'effet des mousses poussées sur les monuments presque éternels de l'Empire romain. Une immense révolution s'était accomplie chez la cousine Bête. Valérie, qui voulut l'habiller, en avait tiré le plus grand parti. Cette singulière fille, maintenant soumise au corset, faisait fine taille, consommait de la bandoline pour sa chevelure lissée, acceptait ses robes telles que les livrait la couturière, portait des brodequins de choix et des bas de soie, gris, d'ailleurs compris par les fournisseurs dans les mémoires de Valérie, et payés par qui de droit. Ainsi restaurée, toujours en cachemire jaune, Bête eût été méconnaissable à qui l'eût revue après ces 3 années. Cet autre diamant noir, le plus rare des diamants, taillé par une main habile et monté dans le chaton qui lui convenait, était apprécié par quelques employés ambitieux à toute valeur. Qui voyaient la Bête pour la première fois frémissaient involontairement à l'aspect de la sauvage poésie que l'habile Valérie avait su mettre en relief en encadrant avec art, par des bandeaux épais, cette sèche figure olivâtre où brillaient des yeux d'un noir assorti à celui de la chevelure en faisant valoir cette taille inflexible. Bête, comme une vierge de Cranach et de Van Eyck, comme une vierge byzantine sortie de leur cadre, gardait la roideur, la correction de ces figures mystérieuses, cousines germaines des Isis et des divinités mises en gaine par les sculpteurs égyptiens. C'était du granit, du basalte, du porphyre qui marchait. À l'abri du besoin, pour le reste de ses jours, la Bête était d'une humeur charmante. Elle apportait avec elle la gaieté partout où elle allait dîner. Le baron payait d'ailleurs le loyer du petit appartement meublé, comme on le sait, de la défroque du boudoir et de la chambre de son amie Valérie. Après avoir commencé, disait-elle, la vie en vraie chèvre affamée, je la finis en lionne. Elle continuait à confectionner les ouvrages les plus difficiles de la passementerie pour M. Rivet, seulement afin, disait-elle, de ne pas perdre son temps. Et cependant, sa vie était, comme on va le voir, excessivement occupée. Mais il est dans l'esprit des gens venus de la campagne de ne jamais abandonner le gagne-pain. Comme on le voit, ces 2 femmes n'en faisaient qu'une. Toutes les actions de Valérie, même les plus étourdies, ses plaisirs, ses bouderies, se décidaient après de mûres délibérations entre elles. Lisbeth, étrangement émue de cette vie de courtisane, conseillait Valérie en tout et poursuivait
le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique. Elle adorait d'ailleurs Valérie. Elle en avait fait sa fille, son amie, son amour. Elle trouvait en elle l'obéissance des créoles, la mollesse de la voluptueuse. Elle babillait avec elle tous les matins, avec bien plus de plaisir qu'avec Venceslas. Elle pouvait rire de leur commune malice, de la sottise des hommes, et recompter ensemble les intérêts grossissants de leurs trésors respectifs. Lisbeth avait d'ailleurs rencontré dans son entreprise et dans son amitié nouvelle une pâture à son activité, bien autrement abondante que dans son amour insensé pour Venceslas. Les jouissances de la haine satisfaite sont les plus ardentes, les plus fortes au cœur. L'amour est en quelque sorte l'or, et la haine est le fer de cette mine à sentiments qui gît en nous. Enfin, Valérie offrait dans toute sa gloire à Lisbeth cette beauté qu'elle adorait, comme on adore tout ce qu'on ne possède pas. Beauté bien plus maniable que celle de Venceslas, qui pour elle avait toujours été froid et insensible. Après bientôt 3 ans, Lisbeth commençait à voir les progrès de la sape souterraine à laquelle elle consumait sa vie et dévouait son intelligence. Lisbeth pensait, Madame Marneffe agissait. Madame Marneffe était la hache. Lisbeth était la main qui la manie, et la main démolissait, à coups pressés, cette famille qui de jour en jour lui devenait plus odieuse, car on hait de plus en plus, comme on aime tous les jours davantage, quand on aime. L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent pour eux-mêmes, mais des deux, la haine a la vie la plus longue. L'amour a pour borne des forces limitées, il tient ses pouvoirs de la vie et de la prodigalité. La haine ressemble à la mort, à l'avarice. Elle est en quelque sorte une abstraction active au-dessus des êtres et des choses. Lisbeth entrait dans l'existence qui lui était propre, y déployait toutes ses facultés. Elle régnait, à la manière des jésuites, en puissance occulte. Aussi, la régénérescence de sa personne était-elle complète. Sa figure resplendissait, Lisbeth rêvait d'être Madame la maréchale Hulot en épousant le frère du baron. Rue Plumet, l'appartement choisi par Hulot pour sa femme consistait en une vaste et grande antichambre, un salon et une chambre à coucher avec cabinet de toilette. La baronne, à la fin de la première année de son exil dans son appartement, avait mesuré le malheur dans toute son étendue. En me reléguant là, mon Hector m'a fait la vie encore plus belle qu'elle ne devait l'être pour une simple paysanne, se dit-elle. Il me veut ainsi, que sa volonté soit faite. Je suis la baronne Hulot, la belle-sœur de maréchal de France. Je n'ai pas commis la moindre faute. Mes 2 enfants sont établis, je puis attendre la mort, enveloppée dans les voiles immaculés de ma pureté d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur évanoui. Nous assistons alors, dans ce modeste appartement de la baronne, à un dîner de famille auquel manque le baron. Bête, venue de la rue Vaneau, observe les physionomies de même qu'une araignée au centre de sa toile. Chaque membre de la famille est en proie à des soucis d'argent. Les enfants ont cessé d'admirer leur père. Cependant, un soir, le baron Montes de Monterranos arrive à l'improviste chez Valérie. Ce Brésilien est un ancien amant de Valérie qui éveille la jalousie de Crevel et de Hulot. Valérie parvient difficilement à les rassurer et à se faire pardonner par son ancien amant sa situation de femme entretenue. Sur l'ordre de Valérie, qui veut se débarrasser de Hulot pendant un moment, Crevel apprend à Hulot qu'elle le trompe et l'amène dans l'appartement qu'il a fait arranger pour elle. Les 2 vieillards se disputent, puis finissent par se réconcilier en se mettant d'accord sur la perversion de Valérie. Pourtant, le lendemain, ils essaient de la reconquérir, chacun de son côté. Ils y parviennent, car Valérie a besoin d'eux financièrement. Mais Valérie, poussée par Bête, veut encore ajouter Venceslas à la liste de ses admirateurs. Bête va dans cette intention rue Saint-Dominique. Le ménage est dans la gêne. Hortense doit l'avouer à Bête, en versant quelques larmes que Bête lappa du regard comme une chatte boit du lait. En effet, Venceslas n'a rien produit en 3 ans. D'un caractère faible et paresseux, il avait besoin de la contrainte exercée sur lui par Bête.
Marié, heureux, provisoirement riche, il n'a pas su fournir l'énorme travail exigé par la création artistique. Venceslas succombe. Hortense, ayant appris l'infidélité de son mari, quitte son foyer et vient habiter avec sa mère. Dans une lettre qu'elle laisse à Venceslas, elle dit qu'elle ne se sent pas la force de vivre la vie qu'a menée sa mère. Le baron a perdu l'estime de ses enfants. Chassé de la rue Vaneau par Marneffe, qui n'a pu faire nommer chef de bureau, il donne un moment à sa famille l'illusion qu'il a renoncé à ses habitudes, mais il continue à rencontrer Valérie dans l'appartement de la rue du Dauphin, qui appartient à Crevel. Et un matin de juin, il y est surpris, en flagrant délit d'adultère, par un commissaire de police amené par Marneffe. Il doit faire à ce dernier toutes les promesses exigées. Pire encore, le commissaire lui démontre que Valérie était complice, et ceci marquera la fin de leur liaison. Bête, après la rupture du ménage Steinbock, a quitté la rue Vaneau. Lisbeth, en apparence brouillée avec madame Marneffe, s'installa chez le maréchal Hulot. 10 jours après ces événements, on publia le premier banc du mariage de la vieille fille avec l'illustre vieillard à qui, pour obtenir un consentement, Adeline raconta la catastrophe financière arrivée à son Hector en le priant de ne jamais en parler au baron, qui, dit-elle, était sombre, très abattu, tout affaissé. Hélas, il a son âge, ajouta-t-elle. Lisbeth triomphait donc. Elle allait atteindre au but de son ambition. Elle allait voir son plan accompli, sa haine satisfaite. Elle jouissait par avance du bonheur de régner sur la famille qu'il avait si longtemps méprisée. Elle se promettait d'être la protectrice de ses protecteurs, l'ange sauveur qui ferait vivre la famille ruinée. Elle s'appelait elle-même Madame la Comtesse ou Madame la Maréchale, en se saluant dans la glace. Adeline et Hortense achèveraient leur jour dans la détresse, en combattant la misère, tandis que la cousine bête, admise aux Tuileries, trônerait dans le monde. De plus, tout va mal pour l'oncle que le baron envoya en Algérie. Il demande à Hulot 200 000 francs. Ses manœuvres ont échoué et son honneur est en péril. Adeline, avertie par son mari, songe à se donner à Crevel, qui lui avait offert cette somme 3 ans avant. Elle le fait venir, essaie de le séduire, avec une immense maladresse, mais celui-ci résiste et l'humilie. Elle n'a pas l'habileté de Valérie. Pourtant, son désespoir et sa piété finissent par émouvoir Crevel, qui promet de lui procurer les 200 000 francs. Mais il va chez Valérie avant d'aller à la banque. Celle-ci, en apprenant son projet, fait semblant d'avoir une crise de piété, puis lui dit qu'elle a joué la comédie, afin qu'il croie qu'Adeline aussi lui a menti. De toute façon, il est trop tard pour sauver la réputation de la famille. Le scandale en Algérie est ébruité. Hulot est contraint à démissionner. Son frère rassemble l'argent nécessaire à rembourser le vol et meurt de honte. Après une longue maladie, pendant laquelle Adeline le soigne, Hulot quitte sa famille et disparaît. Il va chez Josepha, son ancienne maîtresse, qui le reçoit avec gentillesse et qui lui propose de s'établir avec une de ses protégées, une jeune fille de 16 ans. Des amis politiques rendent à Victorin, le fils Hulot, les 200 000 francs du maréchal pour lui permettre d'établir sa mère. Pendant près de 3 ans, Adeline, qui passe beaucoup de temps à des visites charitables, vit donc avec son fils, sa belle-fille, Célestine Crevel, sa fille Hortense et la cousine Bête. Celle-ci, qui est censée s'occuper de leur ménage, poursuit en fait sa vengeance et continue à mener double jeu en voyant Valérie. Elle est la seule à savoir où se cache le baron Hulot. Peu après, Valérie et Crevel, atteints d'une maladie vénérienne, meurent, dans d'atroces souffrances, après s'être lentement décomposés. Valérie, à l'agonie, se repent, tandis que Crevel joue le libre esprit jusqu'au dernier moment. Cependant, la baronne, au cours de ses visites charitables, a fini par retrouver son mari, qu'elle ramène chez leur fils. Lisbeth, déjà bien malheureuse du bonheur qui luisait à nouveau sur la famille, ne put soutenir cet événement heureux. Elle empira si bien qu'elle fut condamnée par le médecin à mourir une semaine après
vaincue, au bout de cette longue lutte, marquée pour elle par tant de victoires. Elle garda le secret de sa haine au milieu de l'affreuse agonie d'une phtisie pulmonaire. Elle eut d'ailleurs la satisfaction suprême de voir Adeline, Hortense, Hulot, Victorin, Steinbock, Célestine et leurs enfants, tous en larmes autour de son lit, et la regrettant comme l'ange de la famille. Le baron Hulot, mis à un régime substantiel qu'il ignorait depuis bientôt 3 ans, reprit de la force, et il se ressembla presque à lui-même. Cette restauration rendit à Adeline, heureuse à un tel point que l'intensité de son tressaillement nerveux diminua. Elle finira par être heureuse, se dit Lisbeth, la veille de sa mort, en voyant l'espèce de vénération que le baron témoignait à sa femme, dont les souffrances lui avaient été racontées par Hortense et par Victorin. Ce sentiment hâta la fin de la cousine bête, dont le convoi fut mené par toute une famille en larmes. Tout semble aller bien, jusqu'au jour où Adeline découvre la liaison de son mari avec une fille de cuisine. Elle en meurt de chagrin. 3 jours après, Hulot disparaît à nouveau. Son fils apprend son remariage avec la fille de cuisine. Les ancêtres peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants, mais les enfants ne peuvent pas empêcher les folies des ancêtres en enfance, dit maître Hulot au maître Popinot, le second fils de l'ancien ministre du Commerce, qui lui parlait de ce mariage.